Pour revenir sur les glyphosines, je me posais la question de savoir si elles seraient contre-indiquées dans le cas d'infections urinaires fréquentes ou d'un portage chronique. Aujourd'hui, effectivement, elles ne sont pas recommandées, en tout cas dans cette situation. Je suis désolée, je n'ai pas vu où est-ce que vous étiez. Donc, je regarde au milieu. Ah, voilà, merci. Donc, elles ne sont pas recommandées dans cette situation-là chez les patientes qui font des infections urinaires fréquentes. Sur le portage chronique, ça me semble être plus compliqué parce qu'on sait, par exemple, que on a fréquemment des portages chroniques, en particulier dans la population féminine âgée. Donc, je pense que là, il faut être... là, ce sera vraiment ce qu'on vient de discuter. Hein, c'est vraiment balance bénéfice-risque, c'est-à-dire que si on voit que rapidement le patient, la patiente exprime une infection urinaire, on peut rediscuter vraiment des bénéfices qu'on attend par rapport à ces contraintes d'infection urinaire. Bonjour, Mathilde François, Université Versailles-Saint-Quentin. Je vous remercie beaucoup pour vos présentations. Une question avec mes camarades sur la dernière présentation et les statines chez les patients de plus de 80 ans. Ça nous a un petit peu interrogés, on s'est vraiment demandé. Donc, la question, en fait, il y a un bénéfice pour l'instant qui a été en effet éprouvé pour les statines chez certaines populations, en effet, dans les essais. La vraie question à se poser, là, dans ces situations-là où il y avait justement pas de statine au départ, la question peut être justement évoquée avec le patient en tant que tel. On est dans une décision médicale partagée, on lui présente les données. Et après, quelque part, c'est pareil, c'est à lui de choisir. Il y a un bénéfice qui est présent, mais qui est moins, en tout cas, démontré pour l'instant pour les populations âgées. La problématique qui se pose surtout, c'est chez les populations âgées qui avaient déjà été mises sous statine avant, où la question se pose de l'arrêt. Et cet arrêt-là est justement surtout à négocier dans une décision médicale partagée qui ne se base pas uniquement sur les données de la science. Je pense que c'est ça qui est surtout le plus important. On a les données de la science, on doit les transmettre, si possible avec justement des données numériques. Ça, c'est des choses aussi que je n'ai pas présentées sur ces résultats aussi du professeur Boussageon. Très peu de médecins justement parlent de bénéfices chiffrés. Mais c'est important de présenter ces données-là au patient et après de l'accompagner dans sa décision. C'est-à-dire que là, pour ces deux situations-là, c'est juste qu'il faut réfléchir aux traitements qui sont les plus efficaces dans les données de la science, mais après en discuter toujours avec le patient. Je ne sais pas si c'est clair. Merci. Bonjour. Corpel de Troyes. J'aurais aimé savoir si on pouvait associer le sacubitril/valsartan avec les glyphosines, puisque c'est les nouveaux traitements qu'on nous propose. Alors, dans l'étude Impareg diminué, reduce, il y avait des patients qui étaient sous, effectivement, sacubitril. Donc, aujourd'hui, on peut le faire. Je pense que le mode d'emploi de la mise en route de ces traitements va commencer à se faire, que ce soit du côté insuffisance cardiaque ou que ce soit du côté insuffisance rénale. On est au début de la prescription et il est probable qu'il ne va pas falloir mettre tout en même temps. En tout cas, clairement, du côté néphrologique, moi, je ne mets pas tout en même temps. Parce que si je mets tout en même temps, là, je suis sûre que j'amplifie chaque effet propre des molécules sur l'hémodynamique rénale. Et là, je provoque une vraie insuffisance rénale qui va être problématique. Alors que si je fais les choses séquentiellement, même si mon objectif à la fin est d'avoir le traitement optimisé avec toutes les molécules, à ce moment-là, je n'ai pas l'impact hémodynamique.
Et donc, je pense qu'il va probablement y avoir, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, une démarche où on va mettre d'abord, et j'ai insisté encore une fois, le traitement qui était recommandé jusqu'à présent. Et puis ensuite, quand on est stabilisé à cet endroit, on va additionner les glyphosines et pour ne pas avoir tout d'un coup l'effet hémodynamique dont votre collègue nous a rappelé effectivement l'effet diurétique qui est important avec ces molécules. J'ajouterais, dans les recommandations donc, de l'ESC qui sont sorties cet été sur l'insuffisance cardiaque, où ils séparent vraiment entre insuffisance cardiaque à fonction réduite, intermédiaire et préservée, l'algorithme, c'est quand même de mettre les glyphosines dans les traitements initiaux avec IEC ou inhibiteur une SRA2 et l'aspironolactone quand il y a besoin. Mais le cocktail de base, c'est quand même, d'après ces recos, c'est avec les glyphosines. Et le sacubitril est mis pour le coup en deuxième ligne en cas de persistance des symptômes. Et pour revenir sur la première question, sur les statines après 80 ans, à ce jour, on attend l'étude SAGA bien sûr depuis un petit moment, mais ça va arriver. Et il y a une étude du BMJ qui est sortie il y a 2 ans, une grosse étude de cohorte, donc c'est pas du randomisé, mais sur l'étude de cohorte, il semblerait qu'il y ait un bénéfice jusqu'à 85 ans chez les diabétiques, 75 ans chez les non-diabétiques. À prendre avec prudence, mais si on veut se mettre avec un cut-off, on va dire, pour être plus interventionnel, voilà. Et si je peux me permettre, si la question est intéressante pour les statines, elle se pose pour l'ensemble des autres traitements. On a un problème avec les statines, c'est qu'en fait, on pense toujours à les arrêter, mais les autres, on ne les pense pas à les arrêter. Mais enfin, si les statines, encore une fois, qui ont le niveau de preuve le plus élevé de bénéfice sur la mortalité totale, c'est ça, vous pensez arrêter, interrogez-vous sur l'aspirine, les sulfamides, enfin, interrogez-vous sur les autres. Les statines reviennent toujours un peu devant de la scène, mais en fait, ce n'est pas les médicaments les moins efficaces, entre guillemets. Interrogez-vous sur le reste. Puis après, quand vous êtes au stade des statines, si on les arrête ou pas, c'est que vous avez vraiment fait du ménage parce qu'il n'y a plus grand-chose. Voilà, je voulais vraiment le dire. Mais... Alors, je vais me permettre moi aussi de rebondir, parce qu'il y a une étude qui a été publiée récemment sur l'arrêt des IEC et des sartans chez les patients avec une insuffisance rénale très avancée. En gros, on se dit, là, la néphroprotection, c'est râpé, on peut les arrêter. Et en fait, cette étude montre qu'à ce moment-là, il y a une surmortalité cardiovasculaire. Alors évidemment, on a amélioré un tout petit peu l'effet filtration glomérulaire parce que l'effet hémodynamique n'est plus présent. Donc on remonte un tout petit peu le DFG, mais au prix d'une surmortalité cardiovasculaire. Donc vous voyez, la question, elle se pose de la même façon. Elle a été posée et on a essayé d'y répondre par une étude. Et puis c'est lié au fait que dans les essais randomisés, vous voyez des courbes qui divergent. Dans un suivi à 5 ans, on voit les divergences des courbes. Et il n'y a pas vraiment de raison que ces courbes s'inversent ou se raplatissent. Donc en fait, l'arrêt des traitements, s'ils ont été instaurés avec l'accord du patient dans un but de prévention, et s'ils sont bien tolérés, en tout cas, les statines et les IEC, ce n'est pas les médicaments, encore une fois, à arrêter en priorité. Quoi. On vous a parlé de la simvastatine, mais il y a aussi la pravastatine. Et il y a une étude intéressante. Elle montrait tout aussi bien que la simvastatine une baisse de mortalité globale en prévention primaire. L'étude s'est arrêtée. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris le suivi des patients en les réinterrogeant 20 ans après l'arrêt. Et il y avait toujours un bénéfice au traitement qui avait été donné. Voilà. Donc il y a un effet qui persiste, un gain qui est fait. Et chez les patients diabétiques, après, c'est plutôt sur le diabète de type 1 que ça a été étudié. Mais on a vu quand même qu'il y avait des cohortes de patients qui avaient 7% d'hémoglobine glyquée pendant 10 ans et qui passaient ensuite à 8%. Ils ont moins d'événements cardiovasculaires que ceux qui ont fait 8% puis 7% pendant 10 ans. Donc on peut aussi se poser la question sur le contrôle, je ne sais pas, mais en tout cas sur un effet qui est persistant sur des médicaments qui auraient été introduits à un moment. Mais merci Henri Partouche de l'Université UP. Merci pour ces excellentes présentations. Il y a beaucoup d'internes qui n'étaient pas au précédent congrès, donc par rapport au traitement de base, j'aimerais que vous précisiez les statines et cholestérol, indépendamment ou pas. Voilà, je crois que c'est et de la même manière pour les IEC, peut-être que rappeler un peu les doses optimales
parce que bien souvent, on a des sous-prescriptions d'IEC. Je vais peut-être commencer sur les IEC. Merci de cette question. Effectivement, on a une sous-prescription. Juste pour vous dire, on a fait une étude dans la cohorte CK des reins, qui est donc l'étude épidémiologique en France qui inclut plus de 3000 patients qu'on suit avec une insuffisance rénale. Et on s'aperçoit que les mesures de néphroprotection en globalité ne sont appliquées que chez 18% des patients et qu'il y a 20% des patients qui ne reçoivent pas du tout d'inhibiteurs du système rénine-angiotensine alors que c'est le médicament de choix. Une petite chose sur le ramipril. Les IEC, pharmacologiquement, ne sont pas stricto sensu des monoprises. Et dans toutes les études qui sont publiées, donc on a rappelé, en fait, ils sont pris matin et soir. Le ramipril, il est pris matin et soir dans toutes les grandes études. Et donc, nous, on voit bien que le contrôle de la pression artérielle, le contrôle de la protéinurie, il n'est pas exactement le même quand on donne qu'en une seule prise ou quand on donne en 2 prises. Donc, si vous pouvez... Alors, encore une fois, ça se discute avec le patient et son observance. Hein, il y a une balance. Mais le mieux, c'est de le mettre en 2 prises. Et le mieux, c'est d'arriver progressivement jusqu'à 5 mg matin et soir. Parce que là, on est à dose optimale. Et il faut y aller progressivement, même chez quelqu'un qui a une pression artérielle qui n'est pas très élevée. Nous, on sait qu'on peut prescrire des IEC ou des sartans même à des gens qui ont une pression artérielle normale. On le fait à visée antiprotéinurique. Mais en montant progressivement les doses, on commence par 1,25, puis 2,5, puis 1, on arrive aux 5 mg matin et soir. Donc voilà sur la prescription optimale. Et merci Henri pour ta question. Pour les statines, c'est ça, venez à la plénière conflit décisionnel cet après-midi, conflit décisionnel et statine, on va en parler. Elle est à 14h, donc si ça vous intéresse, on pourra prolonger la discussion. Mais globalement, c'est vrai, les statines, ce n'est pas leur rôle hypocholestérolémiant qui compte. Les statines ont démontré un bénéfice de façon extrêmement important chez tous les patients en prévention primaire, secondaire, quel que soit le taux de cholestérol initial et quel que soit le taux de cholestérol final. C'est-à-dire que c'est là où c'est curieux, c'est qu'en fait, une fois que vous avez prescrit une statine à dose fixe, en gros, le bénéfice est le même. 25% de réduction des événements cardiovasculaires. Et ce n'est pas parce que vous courez après une cible ou parce que votre patient avait un cholestérol à 3 grammes que ça change l'effet. Voilà, et ça, c'est un message fort et ce qui est à la fois simplificateur et qui nous arrange bien. On n'est pas obligé de courir après des cibles de LDL. Voilà, c'est une fois que vous avez décidé de le prescrire avec le patient parce que vous avez estimé que son risque cardiovasculaire le nécessitait et que le patient est d'accord, il a compris, il le souhaite, c'est un traitement possible. S'il ne le veut pas, il ne le veut pas. S'il le veut, il le veut. Mais vous voyez, ce n'est pas une question de il faut pas, tel taux. Ça, c'est des recommandations pour nous aider, mais en fait, elles ne nous aident pas vraiment. Enfin, il nous reste 2 minutes. Pour revenir sur les IEC, d'un point de vue pratique, ils sont à introduire, on peut les mettre tant que la calémie est inférieure à 5 à l'introduction d'après les recommandations, et jusqu'à 6, on peut les laisser, c'est la marge qui est tolérée. Donc même si c'est en hypercalémie, on va dire relative, les risques cardiovasculaires et de mortalité liés à la calémie sont beaucoup plus importants sur de l'hypocalémie que sur de l'hypercalémie. Et sur la prise, en gros, en 2 prises, c'est un peu débattu, mais ce qui a l'air de ressortir quand même, c'est que les antihypertenseurs pris le soir sont pris efficaces. Alors, est-ce que c'est parce que c'est en 2 prises que c'est mieux, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une prise le soir alors que c'est plutôt le matin qu'on les donne? Il y a un cycle nictéméral du système rénine-angiotensine qui fait que il vaut mieux les donner le soir. Alors, quand on est en monoprise, c'est-à-dire quand on utilise des sartans parce que le patient est intolérant aux IEC, il vaut mieux le donner le soir aussi. Donc, c'est mieux le soir, et simplement les IEC, c'est juste un problème de durée d'action. On le voit assez bien quand on fait des MAPA sur un patient qui est en monoprise d'un IEC. On est quelquefois un petit peu en bout de course sur l'enregistrement de 24 heures. Et pour la calémie, je souscris complètement. C'est vrai que les néphrologues, on sait que l'hypercalémie chronique n'a quasiment pas de signe de gravité. Jusqu'à 5,5, c'est à peine si on regarde les choses. Alors, surtout, ne soyez pas trop effrayés, mais c'est effectivement qu'il y a très peu de conséquences cliniques. Et en fait, les patients diabétiques ont surtout une plus longue durée gestion de leur apport potassique à chaque repas. Ils vont mettre plus de temps à l'éliminer.
et ils vont mettre plus de temps à faire rentrer ce potassium dans les cellules parce qu'ils sont insulino-résistants, parce qu'ils ont des bêta-bloquants pour leur cœur. Et tout ça fait que le potassium reste un petit peu plus longtemps dans le plasma plutôt que rentrer dans les cellules ou être éliminé. Donc la discussion, surtout avec les patients qui ont tendance à être un peu hypercalémiques, c'est de leur dire de ne pas avoir des apports potassiques en masse à un moment, mais plutôt de les répartir. Moi, je dis toujours, c'est pas de banana split, c'est-à-dire pas en même temps la banane, le chocolat, les amandes, mais, alors vous allez me dire, chez un diabétique, c'est rare qu'ils le prennent, mais enfin bon quand même, mais la banane à un moment, le chocolat à un autre et les amandes à un troisième. Je voudrais juste dire un mot important, parce que pour clarifier aussi, que 80% des patients diabétiques sont suivis par les généralistes, par nous. Souvent, à un stade, au début, c'est nous qui faisons le diagnostic. Ils rentrent dans la maladie, ils sont à bas risque au départ. Même si une diabète de type 2 augmente les risques, on a le temps de venir voir, d'en discuter. Prenez le temps. Vous avez des armes thérapeutiques, des médicaments, mais il y a toutes les règles hygiéno-diététiques dont Clarisse a rappelé, qui sont majeures et qu'il faut bien sûr jamais oublier. Et puis quand se pose la question d'un risque qui augmente parce que l'âge augmente, parce que c'est un patient fumeur, par exemple, en plus diabétique, qui triple son risque cardiovasculaire, etc. Et là se pose la question d'un traitement qui pourrait lui éviter des infarctus et des AVC et des problèmes et de mourir. Et donc là, vous avez le choix entre une statine qui ont un meilleur niveau de preuve, et c'est le premier traitement. En fait, moi je dis souvent le premier traitement du diabète de type 2, médicamenteux, on se pose la question de la statine, on se la pose, on en discute. Il n'y a pas d'urgence. Le patient, il ne veut peut-être pas la prendre, ce n'est pas le moment. Et puis la question de l'IEC va arriver, parce que s'il y a de l'hypertension, ben évidemment, d'autant plus qu'il y a une hypertension, mais elle va arriver plus tardivement, parce que dans les études, elles n'ont pas démontré que chez les patients à bas risque, les IEC ont montré un bénéfice. Par contre, les statines, c'est beaucoup plus fort. Voilà, c'est un message important. Après, dans l'ordre, ça se discute, il y a toute une complexité. Mais gardez l'idée de ce schéma tout simple, on y va progressivement avec des médicaments efficaces. Bon, merci. Malheureusement, on arrive au terme de cette plénière passionnante. Donc, je voulais remercier nos intervenants et puis tout le public attentif. Merci à tous.